On n'a pas toujours perdu quelqu'un, mais on a aussi perdu un nous. Tu sais, ces deuils qu'on ne nomme pas. Un lieu, un âge, un idéal, une identité, une part de soi. Ce sont ces deuils invisibles, qui nous provoquent une perte de repères, une lutte intérieure jusqu'à un nouveau soi émerge. Aujourd'hui, on parle de ces périodes où tout bouge, où on sait que l'ancien ne sera plus jamais, mais on ne sait pas encore ce qui nous attend. Ces périodes où parfois se mêlent colère, tristesse, nostalgie. On y met de la clarté et on regarde comment les traverser sans jugement et sans se perdre. Puis comment on marche vers ce nouveau soi. Et à la fin, il y aura quelques micro-pratiques que tu pourras faire dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode où, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler de ces deuils invisibles que l'on traverse et je vais commencer par vous raconter ce que moi j'ai traversé cette dernière année. Parce que je pense que l'on traverse tous et toutes ces deuils tout au long de notre vie. Et parfois on peut en traverser même plusieurs à la fois. Sans me rendre compte, j'en ai traversé plusieurs et j'en sors aujourd'hui encore un peu plus différente. Cette dernière année, j'ai vécu le deuil de mon ancienne vie. J'ai changé de région, de travail, de cercle social, de repères. J'ai habité sur Lyon pendant plusieurs années et en fait déjà là-bas, j'ai dû reconstruire plein de choses. Je m'étais retrouvée moi. J'avais construit ma nouvelle identité, j'avais aussi évolué professionnellement, j'avais mon cercle d'amis, mes habitudes et j'étais littéralement amoureuse de cette région. Sauf que voilà, j'ai dû faire un choix de vie qui m'a amenée en fait à tout bouleverser. Je l'ai fait en conscience et j'étais super heureuse de ce choix. Sauf que, sans m'en rendre compte, ça a été une étape bouleversante. J'ai dû dire au revoir à des projets que j'ai imaginés là-bas, à des habitudes de vie, à des parts de moi aussi qui ont été construites là-bas. En fait, toute une identité. C'est comme s'il y a eu un effondrement d'identité, une perte de repères. J'ai choisi de construire de nouveaux projets ailleurs pour d'autres raisons. Et comme je vous l'ai dit, j'étais emballée. Sauf qu'en fait, pour mon cerveau et pour mon corps, il y a eu plein d'intégrations à faire, de nouvelles choses à prendre en compte et des deuils non prévus qui sont arrivés comme ça. Ça a été le deuil de la personne que j'ai été là-bas, de la vie dont j'ai rêvé là-bas, de mes habitudes, de certaines croyances, deuil de la région et plein d'autres. Et du coup, cette dernière année, j'ai traversé colère, tristesse, peur, même de la mélancolie. Et un jour, j'ai compris que je ne pleurais pas cette situation. En fait, je pleurais la version de moi qui appartenait à cette histoire. Donc, qu'est-ce que c'est un deuil invisible? Un deuil invisible, c'est une perte symbolique qui n'est pas du coup forcément une mort physique et qui touche à nos repères d'identité et de sécurité. En fait, un deuil invisible, c'est une transformation qu'on vit comme une perte. Ça peut être dû à un lieu qu'on quitte, comme une ville, un appartement, un pays. Euh, Par exemple, lors de déménagement, on peut faire le deuil d'un sentiment d'appartenance. Ça peut être dû aussi à un rôle qui change, que ce soit un métier, un statut, à devenir ou cesser d'être parent, un aidant ou plein d'autres choses. Par exemple, si on change de métier, si on fait une reconversion professionnelle, on peut aussi avoir, même si c'est un choix fait en conscience, etc., on peut avoir un deuil d'une identité sociale. On a aussi des deuils invisibles qui peuvent apparaître suite à un âge qui passe, à toute une période de vie, à un idéal qui s'effrite. Quand je parle d'âge qui passe, on peut donc faire des deuils d'une version idéalisée de soi. Mais aussi on peut faire des deuils d'une santé, d'une croyance qui ne tient plus, d'une relation. Par exemple, quand il y a un état de santé qui change, une énergie change en nous, ça peut être aussi le deuil d'un corps qui ne répond plus en fait comme avant. C'est un deuil du connu, c'est à réapprendre à faire au final avec un nouveau corps, une nouvelle santé, une nouvelle identité. Et pareil, pour une relation, suite à une rupture ou une amitié qui s'éloigne, bah, c'est aussi le deuil de tout un futur imaginé. Et donc ça bouscule le besoin d'appartenance,
heu et de en fait, si vous voulez aussi, le cerveau aime le connu. On a beaucoup de réticence en tant qu'humain à aller vers le changement. C'est très inconfortable et tout ça, ça peut toucher aussi tout ce qui appartient à la mémoire émotionnelle. Parce qu'on a plein de mémoires différentes et donc on a la mémoire émotionnelle, donc le corps se souvient du avant et cherche ses repères. D'ailleurs, c'est socialement peu connu. On invalide ce qu'on ressent, on dit que ce n'est pas si grave, donc on peut avoir honte ou on minimise et on rumine en silence. Et tout ça, ça peut engendrer certains mécanismes qu'on va voir juste après. J'aime bien faire aussi l'analogie de cette période, des deuils invisibles, etc. C'est un peu, si je rapporte à une saison, à l'automne. C'est un peu comme l'automne intérieur. On enlève des couches, on laisse tomber en fait tout ce qui a plus besoin pour préparer les futures saisons. Sur le moment, ça brasse de fou. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il y a des pertes de repères, de la nostalgie, une impression en fait aussi qu'un morceau du puzzle manque dans notre cœur en fait. Il y a vraiment tout ce qui se bouscule et c'est vraiment enlever des couches et des couches pour au final revenir à son vrai soi. C'est pas qu'on était dans le faux, c'est que voilà, on revient un peu plus au cœur de qui on est vraiment lors de ces passages, de ces périodes. Et donc les conséquences, de ces deuils invisibles, hem, à court terme, en termes de semaines, il peut y en avoir sur plein de plans différents. Il peut y avoir des conséquences somatiques, donc vous êtes fatigué, la fatigue fluctue, vous comprenez pas pourquoi. Un sommeil en dents de scie, il y a des boules au ventre, dans le cœur, dans le thorax, des tensions souvent au niveau des cervicales quand on dit qu'on en fait, vous savez la sensation de se, alors je vais essayer de bien le dire, se crisper. Bah, voilà, moi j'ai vraiment cette sensation où du coup on va serrer les dents, même inconsciemment et en fait ça vient travailler toute cette zone cervicale nuque qui se bloque fortement. Et on peut aussi avoir des variations d'appétit jusqu'à, vous savez bien, le ventre, c'est le deuxième cerveau, engendrer surtout l'appareil digestif et aussi avoir du coup une digestion, bah, qui fluctue aussi, par exemple au niveau du transit. Au niveau de l'émotionnel, il y a aussi des conséquences, ça peut faire, bah, ce que j'appelle des montagnes russes. On peut avoir de la tristesse, de la colère, de la peur qui reviennent, qui ressurgissent, on est beaucoup plus irritable, beaucoup plus à fleur de peau, de la mélancolie aussi qui peut venir, de la nostalgie. On pense à ces périodes que notre cerveau aussi peut avoir tendance à idéaliser. Parce que des fois on fait certains choix et une fois que c'est fait, c'est tellement inconfortable, on va tellement c'est comme si on faisait un saut dans le vide, vous savez? Où par exemple on franchit cette marche et là il fait noir. On sait qu'on doit aller vers cette marche, on y va mais là on ne voit plus rien, on ne sait pas où on va. Et c'est là où le corps se tétanise et on se dit: «C'était peut-être mieux là où c'était éclairé parce que je connais». Alors qu'au final, tout va s'éclairer au fur et à mesure et s'éclaircir en nous. Il peut y avoir aussi du coup des conséquences au niveau du mental, le brouillard mental, les difficultés à choisir, à se décider, de la rumination, les scénarios possibles, l'idéalisation du passé, sentiment de perte aussi de contrôle. Et souvent en plus dans les moments où on a peur, où on sent qu'on perd pied, qu'on maîtrise pas la situation, c'est là où on va faire preuve de contrôle exacerbé, sans s'en rendre compte, on va anticiper, vouloir encore plus tout contrôler. Et dans notre tête, on se dit: «Je voudrais lâcher prise». On fait tout le contraire. Et c'est là en fait où voilà, et on a l'impression plus on veut contrôler, plus on perd ce contrôle, plus ça nous rend irritable. C'est un vrai cercle vicieux. Les conséquences aussi au niveau du comportement, comme je vous l'ai dit, donc l'hypercontrôle, la fuite. Il y a plein de comportements de fuite. Heu, on va être beaucoup à scroller sur les réseaux sociaux, une suractivité pour se détourner en fait, que ce soit au niveau pro, que ce soit à la maison, dans les tâches et cetera. Ou on va peut-être plus sortir, enfin je sais rien, pour se détourner en fait, du sujet. Il y a la positivité forcée à laquelle aussi il faut faire attention. J'ai pas de problème, tout va bien, il faut penser positif. Si je pense négatif, ça va pas aller. Voilà. Et l'évitement. On a aussi des conséquences relationnelles selon, ce qu'on vit. Donc il y a l'isolement, l'hypersensibilité qui va être, due au rejet, des conflits, incompréhension des proches, on se sent pas forcément compris, on se sent,
pas toujours à notre place parce que vraiment il y a ce sentiment, vu qu'on vient de bouger de place, mais on sait pas vers où on va, voilà. Il y a plein d'incompréhensions comme ça aussi. On se sent plus toujours à l'aise ni, aligné avec notre entourage dans ce moment-là parce que tout bouge et eux, en plus, ils avaient encore notre identité, voilà, de qu'ils voyaient de nous et nous, eh bien, on tend vers une nouvelle que même nous, on ne connaît pas encore. Et puis, bah, comme là, je vous dis, du coup, ça a des conséquences identitaires, spirituelles, où on va parler de crise de sens, perte de repères, remise en question. En fait, qui suis-je dans ce rôle, dans cette histoire? Qui suis-je vraiment? Et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus lointaines et beaucoup plus graves. Si on reste figé longtemps, ça peut aller en mois, voire en années, où on a un épuisement. C'est là où survient le burn-out souvent. Hem, on parle beaucoup de burn-out professionnel. Pour moi, un burn-out, c'est un ensemble. Si tout va bien dans votre vie, au travail, hem, il y a pas forcément de burn-out dans le sens où, on fixe nos limites et si ça va pas, du coup, on prend d'autres conséquences. Mais souvent, quand on voilà, sans s'en rendre compte, bien sûr, quand on va vers cet épuisement professionnel, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a le risque de burn-out, surtout le burn-out, du coup, émotionnel, toute cette émotion qui explose. Des addictions qui peuvent être du coup aussi induites, au burn-out ensuite. Avec le travail, il y a quand même cette addiction un peu, j'ai le mot workaholic, excusez-moi pour mon accent, wouhou! Hem, dans le sens où effectivement ça va nous éviter de penser, ça va nous faire plein de choses et on se noie vraiment dans toutes ces tâches professionnelles pour éviter. Ça va être aussi du coup, on mange ses émotions, donc l'addiction au sucre, l'addiction à plein d'autres choses pour en fait anesthésier. On peut rester aussi figé comme dans une boucle. Ça fait une boucle de répétition. On recrée du connu même si ça fait mal parce que c'est plus confortable. On connaît, on sait. Et on peut aussi se noyer dans nos croyances où on se noie un peu dans un cadre. Des fois, on peut devenir un peu rigide et on peut se persuader qu'on n'y arrivera jamais et c'est ce qui va aussi beaucoup freiner, le mouvement parce qu'en fait, du coup, on a tellement une perte enfin pas d'espoir, mais comment dire? D'estime de soi, de confiance en soi, qu'après il y a toutes ces croyances aussi qui viennent en jeu. Et donc, voilà, tous ces moments-là, dans toutes ces périodes que l'on vit, c'est pas qu'il y a forcément quelque chose à réparer ou que vous êtes cassé ou autre, c'est qu'en fait, à la base, vous êtes en transition. Et donc, si vous regardez la symbolique, c'est la perte de quelque chose. Donc effectivement, vous êtes en plein deuil. Et dans ce moment-là, j'observe une dynamique inconsciente qui est lutter, fuir, puis lâcher. Donc la lutte, elle va se traduire, par du déni, de la colère, du contrôle. Quand on perd pied, qu'est-ce qu'on fait? On lutte. Si vous êtes dans une piscine et que là, vous avez l'ascension de vous noyer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lutter dans tous vos sens dans tous les sens jusqu'à vous épuiser. Alors que je pense qu'il y a d'autres, réflexes si on est dans le enfin, dans le self control, dans vraiment le lâcher, peut-être qu'il y a d'autres astuces pour qu'un corps flotte ou autre. On va pas aller, en plein milieu de l'océan, mais voilà, pour imager et en fait, dans ce moment-là, quand on perd pied, on lutte. Donc déjà, on peut être dans le déni, où on va se dire: «Non, ça va, c'est bon, je gère. Non, c'est bon, c'est rien». On peut être aussi en colère contre soi, contre, une personne, on va dire que c'est de la faute d'eux ou de la faute si on n'aurait pas fait ce choix, s'il y avait pas eu ça ou telle personne qui nous a induites. Colère contre l'histoire, contre la vie même. Il peut y avoir vraiment cette colère, en fait, qui nous transcende. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a ce contrôle où on veut tout planifier pour ne pas être surpris, pour nous rassurer. Et donc ça protège peut-être à court terme, mais ça nous épuise à moyen terme. La lutte, elle donne une illusion, de sécurité, elle sert un temps, mais après ça s'épuise. Voilà. Et c'est juste que effectivement, vous êtes toujours dans ce passage, OK? Hem, ce sont des mécanismes de défense naturels aussi du corps qui sont mis en place pour vous protéger. Ensuite, quand on a la fuite, c'est parce qu'on veut contourner l'émotion. Donc ça soulage sur l'instant,
Mais en fait, on fige l'émotion qui peut revenir en boomerang ou se cristalliser dans notre corps et après développer toutes les tensions, et cetera. Quand on fuit, c'est pour éviter, de sentir. Donc on va faire une surcharge d'activité, comme je vous ai dit. Il y a la positivité forcée, on va scroller, on va manger, on va travailler, on va se mettre dans une spiritualité qui nous écarte un peu, de l'issue, quoi. Et là, en fait, on pense se protéger, mais en fait, on gèle l'émotion. On veut s'anesthésier tout simplement. Sauf que, bah, au bout d'un moment, ça peut revenir, hein. Donc faut pas oublier que tout ce qu'on n'accueille pas, ça s'imprime. Et tout ce qu'on peut ressentir, en fait, jusqu'au bout, ça libère. Mais je vous rejoins, ça peut faire peur selon comment on vit les choses, selon, voilà, ce qu'on a traversé et cetera. Là-dessus, je suis d'accord. Et la dernière dynamique, quand on traverse toutes ces choses-là et cetera, le jour où on décide de lâcher, c'est là où on accueille le mouvement. Parce que comme je n'arrête pas de le dire, la vie n'est pas linéaire. Hem, En fait, lâcher, c'est pas abandonner, c'est accueillir, c'est accepter de ressentir, c'est laisser l'énergie, en fait, circuler pour que ça s'intègre. Voilà. Le En fait, les étapes, elles peuvent revenir en vague aussi, c'est dynamique et bien sûr les étapes du deuil dont je vais vous parler juste après. Mais dans ces moments-là, vous pouvez vous poser 3 questions. Dans ces moments où vous sentez que tout vous passe à travers les doigts, que vous êtes perdu, que voilà, il y a une perte de sens, de repères, et cetera. La première question, c'est de se demander qu'est-ce qui est réellement perdu? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est un idéal? Est-ce que c'est une version de vous-même? Est-ce que c'est une part de vous-même? Qu'est-ce qui est réellement perdu? Si vous avez le temps et que vous traversez ça, je vous invite à prendre un papier et un stylo et à noter et répondre, ou à mettre sur pause et y répondre. Ensuite, la deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce qui est encore là aujourd'hui, en ce moment même, pour me porter? Ça peut être des ressources, des personnes, peut-être des rituels. Qu'est-ce qui vous porte là? En fait, même si vous vivez tout ça là, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là? Qu'est-ce qui vous porte à l'intérieur de vous? Et troisième question, posez-vous cette question. De quoi mon corps a besoin aujourd'hui? Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin de mouvement? Est-ce qu'il a besoin de parler, de pleurer? Sans vous dire: «Non, mais si je m'écoute, je ferai plus rien, si je m'écoute». OK, juste là aujourd'hui, il y a pas de «si je m'écoute», c'est si vous vous écoutez, de quoi votre corps a-t-il besoin aujourd'hui? Voilà. Et donc, pour en revenir à cette dynamique, on connaît effectivement les étapes du deuil. Donc Elisabeth, Kubler-Ross, elle nous parle des étapes de deuil, sachant que, voilà, il y a 5 étapes, mais à savoir qu'on peut faire une, 2, 3 étapes et revenir en arrière. C'est pas linéaire en fait le chemin, c'est comme la vie, c'est voilà, c'est impermanent. C'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. La vie est impermanente en fait. Ouh, je l'ai trouvé. Donc première étape, on sait, c'est le déni. Donc c'est là où on veut s'anesthésier ou non, c'est pas vrai ce qui arrive. Ouh, non, non, non. Sauf qu'après, quand on commence à se dire bah, qu'il y a peut-être un truc, quand on n'est plus dans le déni, la colère arrive. La colère, ça va être, comme je vous ai dit, contre soi, la vie, et cetera. Sauf que, ensuite, il y a le marchandage. Et si, c'est là où on se fait tous nos scénarios, qu'il y a la rumination, où qu'on va essayer de se dire: «Ouais, mais si je fais ça, peut-être que je pourrais retrouver l'ancien, peut-être que je pourrais retrouver cette situation, et cetera». Vous ne retrouverez jamais cette situation. Vous ne retrouverez jamais tout ça, parce qu'en fait, ça y est, des couches sont parties. Là, on tend vers un nouveau, vers, il y a toute cette en fait, vous êtes déjà plus cette ancienne version de vous-même. Vous êtes déjà dans autre chose. Il y a des couches qui sont enlevées, donc même si on s'y accroche, elle est plus là. Donc on a la colère, le marchandage, le déni, la colère, le marchandage, puis vient la tristesse.
Et là, effectivement, on peut être très triste, hein, il peut même y avoir une dépression, selon jusqu'où on va, parce qu'en fait, on a conscience de la perte, OK? Et c'est là où tout peut changer aussi, en fait, entre colère, marchandage, tristesse, c'est là où souvent on fluctue. On fluctue jusqu'à ce que, y ait l'acceptation, qui est la dernière étape où en fait, c'est bon, on accepte tout ça pour revenir à la normale. Sauf que moi, j'aime pas trop parler d'acceptation parce que toute situation n'est pas toujours acceptable. Hem, pour moi, je vais plus parler de résilience. Et justement, je vais vous en parler juste après de cette résilience, mais avant, j'ai envie de parler un petit peu de la transition. De toutes ces phases qu'on a vues avant, par lesquelles on passe quand on est en période de transition. Et justement, c'est tout ce qu'on vit. Pour moi, ça englobe tout ce qui est transition. Comme je vous ai dit, on n'est plus dans l'ancien, mais on n'est pas encore totalement dans le nouveau. Et donc, cette période de transition nous invite à justement, enfin, au-delà de nous inviter, on y est, on perd nos repères. On n'a plus de repères parce que on déconstruit en fait des bases solides de notre identité et vu qu'on sait plus toujours voilà ce qu'on veut, qui on est, etc. Et ces bases qu'on avait, c'est là où en fait où on se sent un petit peu perdu. Donc n'hésitez pas à vous faire vous des micro repères comme des rituels, des personnes ressources, des rythmes, etc. Et en fait ça fait un peu, je sais pas si pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de la carte de la tour dans le tarot où en fait, juste avant la carte de la tour, on a, la tempérance. En fait, c'est assez, en fait, on a la mort, la renaissance, donc on a cette perte symbolique. Puis on a la tempérance où, il y a un peu cet équilibre qu'on vise à ramener, sauf que paouh! La tour elle tape. Yaouh! Et en fait, c'est parce qu'elle vient casser toutes vos fondations pour aller ensuite vers, une nouvelle étape beaucoup plus incarnée, intuitive, parce qu'après elle vous ramène vers l'étoile en fait, vers l'essence de qui vous êtes, votre sensibilité, votre, être, enfin je parle un peu voilà, mais votre être véritable, enfin, en fait vous allez dans vous-même quoi, sans couche, sans mensonge, OK? Et donc cette période de transition aussi, bah, ce sont des cycles naturels. Comme en numérologie on a 9 cycles, comme on est en plein dedans, Paou, au niveau du collectif neuf, en ce moment, c'est un chamboulement pour tout le monde. Ceux qui me disent que rien ne bouge, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Donc on le vit tous différemment selon ce qu'on a vécu avant, selon, heu, nos pratiques, là où on en est aussi, si on a déjà fait de la thérapie ou non, enfin mais en fait, cette période, elle est là aussi pour nous remettre dans la figure tout ce que des fois on ne voulait pas voir, pour vous dire: «Là, là, tiens, en fait, enlève ces couches. Elles servent à rien. Elles sont superflues». Et donc, à la fin de cette période, on peut accepter de pas savoir pourquoi ou même pendant, mais on avance quand même. On fait confiance selon les armes qu'on a. Et comme j'ai dit, accepter telle que la situation telle qu'elle, c'est pas toujours accessible, pas toujours acceptable. C'est pour ça que je vous parle de résilience. La résilience, hem, c'est pas, c'est pas vraiment être forte. La résilience pour moi, ça va être, d'aller donner du sens. Donner un sens à ce qui arrive, de lâcher en fait après tout ce qu'on a vécu. Par exemple, moi quand j'ai vécu cette période, je les ai eues traversées, hein, toutes ces étapes, et comme j'en ai eu plusieurs, vous inquiétez pas. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me dis: «Bah, je me mets une pression de dingue, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert?» En fait, je suis en train de lutter, mon corps il est en train de c'est quoi? Enfin, bah, OK, c'est cool, ça m'a aidé à prendre conscience de certaines choses. Peut-être que en fait, il y a des envies qui ne me correspondent plus, peut-être qu'il y en a que si et OK, bon, bah, tant pis, j'accueille, j'accepte de ressentir de la colère, j'accepte de ressentir de la tristesse. Je ferai les étapes comme il faut faire, je me prends pas la tête et tout viendra au moment où ça devra venir. Voilà la résilience, le lâcher prise. Et en fait, voilà, donc ça donne du sens à ce qui arrive. Ça nous permet aussi d'avoir un appui. On s'ancre, on peut faire des liens et cetera. Hem, en fait, c'est aussi
accepter de faire bouger ses croyances, hein, de laisser tomber ce qui n'est plus vrai, avoir une vision peut-être plus nuancée des choses. C'est pas forcément toujours tout blanc ou tout noir. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a une multitude de couleurs entre le blanc et le noir. Donc, bah voilà. En fait, ce qu'on vit et la vie aussi, c'est pas blanc ou noir. C'est une multitude de nuances. C'est selon si je prends mon cristal, de quel côté je veux le regarder. Du côté un peu plus brut, un peu plus égratigné, du côté un peu plus lisse, du côté plus pointu qui pique, à plat, quel côté je veux le regarder? Je choisis mon prisme en fait. Et bien sûr, c'est ce qui permet aussi de d'écrire un petit peu, de réécrire son histoire. Hem, Parce qu'en fait, toute fin va forcément avoir, un début de quelque chose et pour moi, aussi tout au long de la vie, je me suis posé cette question: est-ce que quand on dit qu'on acquiert de la sagesse, que la sagesse grandit, est-ce que finalement c'est pas la somme de tous ces deuils en fait qu'on a dû intégrer? Est-ce que ce sont pas la somme de toutes ces périodes où on a enlevé des couches, où on a fait des deuils, où on a eu de plus en plus de résilience et du coup on accepte l'impermanence de la vie? Donc c'était le petit moment philosophique. Donc ça ne veut pas dire que le deuil est entièrement accepté, mais on accueille ce qui est. On accueille cette situation et c'est là que la vraie libération commence. Que l'énergie en fait peut reprendre sa place et tout commande à circuler parce que sinon ça reste bloqué et c'est là aussi que voilà, ça peut faire plein de résistance. Hem, Tout ça pour aller du coup vers son nouveau soi, vers une identité peut-être nouvelle, peut-être, heu, d'autres, voilà, plus à l'intérieur. Et les signes de tout ça, quand tout se bouscule, c'est quand l'intensité émotionnelle commence à diminuer. Les vagues raccourcissent, on est de moins en moins triste, moins en colère, on a plus de clarté mentale, on arrive à refaire des choix, à reprendre des décisions. Et quand on commence à dire: «Je ne veux plus de l'ancien», même si le nouveau est pas clair et incertain et qu'on sait pas où on va, on est dans l'entre-deux, mais on sait que ça y est, l'ancien est derrière. Même si on continue de l'aimer, on le rejette pas. J'aimerais toujours ce que j'ai vécu, enfin toutes ces parties de moi en tout cas. Et tu peux retrouver aussi un semblant de rythme. Alors, c'est possible qu'après tout ça, aussi cette lutte et cetera, tu aies besoin d'énormément de sommeil et que tu te sentes toujours fatigué. Parce qu'il y a eu tellement de luttes, tellement de nuits, voilà, le temps que ça se refasse, il peut y avoir quand même beaucoup de sommeil à rattraper. Voilà, peut-être qu'on retrouve de l'envie, de l'appétit et en fait, peu à peu, l'émotion perd en intensité. Comme j'ai dit, on a une vision plus claire qui revient, on recommence à refaire confiance en la vie, en l'univers, en l'avenir, même sans tout savoir et là, on réalise qu'en fait, ce n'était pas un échec, c'est une mue. Vous muez, vous perdez votre ancienne peau, tout simplement et vous serez plus, vous serez plus exactement la même et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça veut dire que vous évoluez, que vous grandissez, hem, vous obtenez aussi de la sagesse au fil de l'âge. Pourquoi quand on vieillit, on dit qu'on a de la sagesse? Bah, par rapport à un enfant de 8 ans, quelqu'un de 70 ans a fait peut-être beaucoup plus de deuil et beaucoup plus de mue. Je sais pas, c'est ma théorie. Donc, je vais vous donner des pratiques, des petites pratiques que vous pouvez faire dans ces périodes-là où justement tout semble flou, et cetera, pour intégrer, pour essayer, voilà, d'à plus accueillir. Déjà, comme je le redis à chaque fois, l'ancrage. Ancrez-vous parce que l'ancrage vient par le premier chakra, qui est votre chakra, vos fondations dans une maison. Il y a des fondations tout en dessous, ça commence par là, par votre identité. Vous ramenez, sur les pieds sur terre, vous ramenez à la réalité, vous évite de partir dans tous les sens et je trouve que, voilà, en tant qu'Européens, on est beaucoup dans le mental et cetera, mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, ancrés sur nos terres. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller marcher.
Vraiment, vous reconnectez-vous à la nature. Hem, S'il y en a qui aiment méditer, méditez, mais en visualisant. Méditez pas en partant dans tous les sens au niveau de la tête. Méditez plutôt des méditations pour le chakra racine ou en visualisant des racines qui partent de vos pieds, un arbre qui vous nourrit, depuis les pieds. On s'ancre, on s'ancre, on part pas dans le mental. Donc vraiment, faites aussi des pratiques peut-être qui vous font vibrer, de la créativité, des choses qui vous éloignent un peu, du quotidien. En deuxième chose, je vous conseille de faire des lettres de rituel avec de la libération douce, une cartographie des repères. Déjà, pour une cartographie des repères, vous prenez une feuille A4, format paysage, et vous allez la séparer en 4. Et en fait, première colonne en haut à gauche, vous allez écrire, ce que j'ai aimé. C'est pas les personnes, hein, c'est eux, les choses que j'ai aimées. Mais du coup, dedans, ça peut inclure des personnes, ça peut inclure des parts de vous, ça peut inclure tout ce que vous voulez. Ensuite, en dessous, vous pouvez mettre ce qui m'a blessé et vous pouvez noter tout ce qui vous a blessé. Et suite à ça, dans ce que j'ai aimé et ce qui m'a blessé, vous pouvez faire une nouvelle colonne en haut à droite et mettre ce que je rends. Et donc vous allez regarder et en fait, c'est tout ce que vous allez rendre à l'univers, qu'ils ont fait vos expériences et qui vous ont nourri. Et en bas à droite, ça va être ce que je garde de cette situation. Quelles expériences, quelles conclusions vous en faites? Qu'est-ce que vous avez envie de garder pour plus tard? Et même, quels sont vos désirs? Voilà. Et ça, vous pouvez vous en imprégner, et cetera. Une fois que c'est fait, hem, vous pouvez garder que la colonne des désirs, tout le reste, vous brûlez. Et vous jetez, tac tac, on déchire et vous mettez à la poubelle. Mais toujours avec cette intention de rendre à la terre ou au soleil, comme vous préférez, ce qui vous appartient plus, et la nourrir en fait, et que vous gardez que ce qui vous appartient. Et vous pouvez même faire en deuxième étape une lettre à votre ancienne vous, à cette ancienne part, et dites-lui ce que vous avez à lui dire et remerciez-la. Et pareil, cette lettre, vous la rendez à la terre, à l'univers. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'exercice, en troisième temps ou à un autre moment, mais ça c'est vraiment après avoir fait, au moins la première étape, c'est faire une lettre de visualisation avec en fait votre futur rêvé. Voilà, avec vous, ce que vous aimeriez incarner, ce que vous aimeriez être, voir sur vous, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, professionnellement, personnellement. Mettez tout et vraiment sans limite, sans dire: «Ah ouais, mais ça, c'est pas possible». Non, vous faites ce futur rêvé et cette carte, par contre, vous la mettez, plein d'amour et vous la mettez dans un coin. Voilà. Et en troisième pratique aussi, vous pouvez, vous créer des repères. Parce que, je sais que créer des rituels, je sais que certaines personnes ont besoin de ça pour, se réancrer, enfin pour en tout cas, surtout vous savez quand on a besoin de contrôle et cetera, des petits rituels peuvent vous faire du bien. Donc pardon, je vais voir si je coupe ça. Donc, vous faites des petits rituels le matin, le même geste, je sais pas, par exemple pour vous protéger énergétiquement ou boire cette petite boisson à telle heure. Des micro-rituels qui vous font du bien, mais par contre qui ne vous enferment pas. Faut vraiment que ce soit quelque chose qui résonne et qui vous fera du bien, même marcher 10 minutes par exemple quotidiennement, boire de l'eau chaude au réveil, enfin voilà, ça va être des choses en fait qui vont vous ramener, une fondation. Et dernier conseil, le quatrième conseil, c'est de vous laisser le temps et d'accueillir en fait sans jugement. Et le temps, on le maîtrise pas et voilà, ça se fera, comme ça devra se faire. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que, voilà, si vous êtes dans ce passage, si vous vivez des deuils invisibles, si vous êtes dans cette période de transition, voilà, je peux vous donner des phrases, dites-vous ce qui vous convient le plus. Vous pouvez vous dire: ce que je rends libère celle que je deviens et je n'ai pas besoin de tout comprendre pour avancer».
Je traverse. Ce n'est pas toute ma vie, c'est une saison. J'ai envie de vous dire que de vous rappeler, parce que je vous l'ai déjà dit, que après toute mort symbolique, il y a une renaissance. Pensez à cela. Et si vous avez besoin d'aide pour, traverser cette période, si vous avez besoin qu'on aille, libérer ce qui reste coincé, les résistances, hem, certaines, heu, mémoires, ces mémoires émotionnelles, ce trop plein d'émotions, si vous avez besoin aussi d'écouter ces parts en fait qui demandent à être libérées, qui demandent à être aimées, à être, voilà, à enlever certaines croyances qui peuvent vous paralyser, eh bien, je peux vous proposer un appel avec moi parce que justement, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai ce qu'il vous faut pendant 3 mois. Je vous accompagne dans ces périodes de transition que moi-même j'ai vécues et je vous remets dedans toutes mes pratiques, tout ce que j'ai réuni là depuis 4 ans, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris et j'ai tout réuni ensemble pour que pendant 3 mois, à travers cette séance, je vous accompagne individuellement à libérer, à retrouver pour ressortir avec clarté, harmonie, des fondations solides. Parce que quand on doit retraverser ces périodes, mais qu'on a des fondations qui sont solides, on n'a pas à se demander qui nous sommes. Et c'est beaucoup plus simple d'aller vers la résilience. Parce qu'on a besoin aussi de sécurité intérieure, voilà, de clarté, etc. À bout de ces 3 mois, vous aurez tout ça. Je vous promets pas, en un coup de baguette magique de vous dire: «Il ne se passera plus jamais rien dans ta vie, tu seras toute ta vie épanouie». Non, non. Ce que je vous promets, c'est des fondations solides, une sécurité intérieure, de l'harmonie, de la clarté, la légèreté pour vous retrouver vous, face en fait à ces situations. Donc si vous voulez, je vous mets un appel, découverte à la fin de ce podcast dans la description. Comme ça, vous pourrez prendre l'appel avec moi, c'est 30 minutes. Vous choisissez soit en visio, soit par téléphone, c'est comme vous préférez. Et en fait, on discute, on voit ce que vous traversez en ce moment. On n'est même pas obligé à la fin de repartir avec un accompagnement ni quoi que ce soit. Mais au moins, on pourra échanger de votre situation, voir ce qui est adapté à vous, voir si moi, je peux faire quelque chose pour vous, parce que chaque situation est différente. Hem, Voir ce qu'on peut faire ensemble, voir si d'ailleurs, si je peux aussi vous donner des clés, juste des clés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à perdre, dans cet appel? Si ce n'est, peut-être libérer déjà rien que par la parole. Donc voilà, si vous avez envie en tout cas pour 2026 pour commencer ce nouveau cycle 1 en plus, au niveau collectif qui va être de réécrire, une nouvelle page, hésitez pas. Je vous mets tout dans la description. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas, partagez-le à quelqu'un qui vit aussi une période de transition, peut-être un deuil invisible que vous avez identifié. Partagez-lui. Si elle peut mettre aussi ses pratiques en place, si ça peut lui faire du bien, si elle peut se reconnaître aussi dedans. Parce que vraiment, pour moi, le partage et la connexion est hyper important. J'aimerais vraiment qu'on partage tous ensemble, tout ensemble, ces énergies d'amour, voilà, de sororité, parce qu'à plusieurs, ça on peut faire vraiment de très belles choses. Donc n'hésitez pas aussi à noter mon podcast, à me laisser un commentaire si vous avez des choses à me partager, si ça vous a plu. Voilà, je vous mets tout dans la description. Hem, je vous envoie plein d'amour. Faites les pratiques, vous verrez et en tout cas, je vous fais de gros bisous.